Alors nous allons essayer de voir ensemble en quoi les thérapies de pleine conscience peuvent être une aide pour des patients souffrant d'une problématique suicidaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la mindfulness ou méditation de pleine conscience? C'est la même chose. En fait, il s'agit d'une pratique de l'attention. La personne va pouvoir diriger son attention volontairement sur l'ensemble de l'expérience du moment présent, à savoir ici et maintenant. Du coup, cette méditation, c'est un excellent outil de régulation émotionnelle parce que chacun va pouvoir trouver un lieu ressource en lui à partir duquel il va être possible d'observer « tiens, il se passe quelque chose ». À partir de là, la personne va pouvoir décrire très précisément c'est quoi ce quelque chose. Il s'agit d'une expérience composée de pensées, des phénomènes mentaux qui peuvent se présenter sous forme d'images ou sous forme de phrases que l'on se dit en lien avec la relation qu'on a avec le monde qui nous entoure. Ces pensées vont, si elles sont engagées émotionnellement, donner naissance à des sensations dans le corps, à valence agréable ou désagréable, c'est ce qu'on appelle des émotions. Et ce sont ces sensations, comme on le disait juste avant, qui vont nous pousser, comme finalement résoudre un besoin impérieux, à l'action. À partir de là, quand on fait de la méditation, il est possible de se désengager du mode action-réaction habituel, des tendances à vouloir juger cette expérience ou en même la contrôler. Du coup, la personne qui fait de la méditation peut faire le choix d'un comportement en accord avec son système de valeurs, quelle que soit l'expérience émotionnelle en cours. Du coup, la méditation, ce n'est pas ce qu'on pourrait parfois comprendre quand on emploie le terme méditation dans le langage courant, méditer sur tel ou tel sujet, ce n'est pas ça, au contraire. Plutôt qu'être un lieu de discussion, la pensée devient un simple objet d'observation, un peu comme on pourrait finalement observer des nuages dans le ciel. Ce n'est pas non plus chercher à faire le vide dans sa tête. On ne cherche pas une absence de pensée, mais au contraire une absence d'engagement dans le processus de pensée. Et ce n'est en aucun cas de la relaxation ou toute autre technique qui cherchera à modifier l'état dans lequel on est, à savoir par exemple chercher à s'apaiser. Il n'y a donc aucune recherche à changer l'état ou à atteindre quoi que ce soit. Alors quel intérêt dans la problématique suicidaire ? En fait, bien souvent, les patients déprimés sont dans ce qu'on appelle le mode faire et la méditation va les permettre d'accéder à ce qu'on appelle le mode être. Alors, qu'est-ce que le mode faire ? En fait, on peut imaginer que le mental, quand on est dans le mode faire, passe son temps à conceptualiser sur ce qui se passe, un peu comme s'il était à l'affût de toute chose qui pourrait être annonciatrice ou source d'un problème et en recherche de solutions pour mieux s'y préparer ou le résoudre. On est ainsi un peu dans ce qu'on appelle un mode résolution de problème ou survie. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait ça, on n'est pas en train de vivre sa vie au niveau expérientiel. Et du coup, par exemple, la vie est riche, notamment par ses expériences au niveau des 5 sens. Donc, la possibilité de simplement être avec ce qui est, instant après instant. La première découverte du mode être, ce serait donc la gratitude de simplement se sentir vivant. Dans le mode faire, les patients passent leur temps finalement à faire des constructions mentales qui vont se projeter dans ce qu'un instant présent a été, c'est-à-dire le passé, et de juger ce passé, ce qui peut être parfois source de rancœur encore aujourd'hui, ou se projeter dans ce qu'un moment présent sera, et donc ce sont souvent des projections un peu catastrophiques sur ce qu'un moment futur risque d'être. Ces projections dans le temps impactent donc les comportements, puisqu'on les fait plutôt en vue de contrôler tout cela. A l'inverse, dans le mode être, la personne comprend que seul l'instant présent existe vraiment, et finalement, c'est la seule dans laquelle on peut agir. Du coup, les comportements peuvent se faire libérer de ce contrôle-là, simplement en accord avec le système de valeurs de la personne. On voit ainsi que la souffrance perd de son substrat par le simple contact avec l'instant présent. Dans le mode faire, les patients voient leurs pensées comme concrètes et vraies. Ce sont des vérités absolues, et du coup, ils confondent ces interprétations que sont nos pensées avec la réalité, ce qui fait que ça devient des croyances. Ainsi, une personne qui se dit « je ne peux plus être heureux depuis qu'il m'est arrivé ça », va finalement être dirigée à son insu par cette croyance. À l'inverse, dans le mode être, les personnes peuvent percevoir que leurs pensées sont de simples événements mentaux, finalement sans substrat, tout au plus des interprétations transitoires de la réalité. Elles perçoivent alors qu'il existe une indépendance entre les pensées et leur comportement. Et c'est ainsi qu'une personne qui pouvait se dire « il ne m'est plus possible de travailler » perçoit que ce n'est finalement qu'une pensée, un phénomène mental, et va recommencer à chercher du travail. Et ça, on l'observe bien souvent dans nos groupes.
Et donc, c'est là qu'on peut dire que l'impossible devient possible, des personnes qui pensaient ne plus pouvoir se mettre en couple, etc., réinvestissent des domaines de leur vie qui leur semblaient impossibles. Dans le mode faire, bien souvent, on agit en ce qu'on appelle pilotage automatique. Ça veut dire qu'à un même stimulus, on va à chaque fois finalement avoir le même type de comportement. Et on a beau savoir que ces schémas comportementaux sont dysfonctionnels, en fait, la personne ne trouve pas la voie de sortie. Et du coup, c'est un peu comme si le mental était pris en otage par les habitudes. À l'inverse, dans le mode être, la personne va pouvoir découvrir qu'il existe des voies de sortie. Par exemple, percevoir qu'une pensée n'est qu'une pensée, que les émotions sont finalement des sensations dans le corps, comme on le disait. Et du coup, à travers ces voies de sortie, pouvoir répondre aux situations, non pas en pilotage automatique, comme elles l'ont toujours fait, mais par des choix conscients et libres. Et c'est là que finalement, on peut avoir des vies qui passent de tout noir, parfois à tout blanc, mais surtout, dans le mode être, finalement, à une multitude de choix possibles, en conscience et en accord avec ce que l'on veut vraiment pour sa vie. En effet, pourquoi on est dans ces comportements-là quand les personnes sont dans le mode faire? C'est parce qu'en fait, leur vie est dirigée par ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. On en a parlé juste tout à l'heure. C'est ces recherches de sortie de secours qu'on a vues sur la matrice, qui peuvent prendre la forme de lutte ou de contrôle. Par exemple, une mère qui aurait peur que son enfant attrape des maladies va pouvoir l'empêcher de jouer avec d'autres enfants de son âge, alors même que ce n'est pas ses valeurs au départ. Ou de la distraction mentale. Si une personne ne veut pas penser à tel ou tel sujet, elle va occuper son mental, finalement, en regardant des séries télé, en passant du temps sur Internet. Ou encore, quand l'intensité des émotions sont trop fortes, quand elle est en contact avec telle ou telle pensée désagréable, pouvoir prendre des toxiques ou toute autre chose. Or, tous ces comportements, on le voit bien, éloignent la personne d'une vie choisie et pleine de sens. Ça veut dire que finalement, la douleur qui fait partie de l'expérience de vie, comme on le disait, associée à une non-acceptation de cette douleur, va devenir finalement souffrance, puisque ça va dépasser le domaine impacté par le problème, en fait. Et du coup, ça s'élargit sur l'ensemble de la vie. À l'inverse, quand les patients accèdent au mode être, ils vont pouvoir aller au contact de la réalité, quelle qu'elle est, et quelles que soient ses conséquences émotionnelles, c'est-à-dire ses sensations dans le corps. Elles vont pouvoir les décrire très précisément. Par exemple, une personne en colère pourra ressentir une tension au niveau des épaules, des poings qui se serrent, une mâchoire qui se serre, un cœur qui s'accélère. Et de ce fait, elle va changer la relation à ces sensations physiques désagréables émotionnelles, pouvoir leur donner la place qu'elles ont sans que cela prenne toute la place. C'est ainsi que, finalement, accepter de ressentir ces émotions désagréables devient une véritable force. On a des patients ainsi qui se surprennent eux-mêmes à ne plus du tout avoir d'idées suicidaires parce que finalement, la recherche de ces sorties de secours n'est plus nécessaire puisque la relation à l'émotion désagréable a été modifiée. Ceci permet donc de passer du mode faire, qui est composé de journées qu'on remplit par des « il faut, je dois », un peu sous la dictature du mental, du besoin de reconnaissance, de rentabilité, qui va finalement un peu compenser un sentiment d'insatisfaction chronique. Du coup, on remplit nos journées par des activités un peu vides de sens pour soi, et ça rend finalement, c'est quelque chose de très énergétivore. À l'inverse, dans le mode être, les patients vont pouvoir finalement choisir entre ce que leur tête pourrait initialement leur proposer comme étant urgent, pour se connecter à ce qui est vraiment important et essentiel dans leur vie. C'est donc la question de l'intention. Quand je fais tel ou tel comportement, quel sens est-ce que cela a vraiment pour moi? Et ainsi prioriser l'essentiel. Et c'est là que la zone où la magie opère réellement, puisque les personnes vont, à ce moment-là, pouvoir investir les domaines importants pour eux, mais en plus de la manière dont elles le souhaitent. Ainsi, on voit que le mode être peut être une véritable prévention dans les conduites suicidaires, puisque les patients passent d'un mode faire où ils sont finalement là sans être vraiment là, pleinement esclaves de leurs émotions, ballottés par les événements de vie, un peu comme si finalement la souffrance, instant après instant, changeait de support. Une fois c'est dans le couple, une fois c'est au travail, etc. A l'inverse, dans le mode être, les personnes sont pleinement engagées dans la vie, choisissent librement d'agir en accord avec leur système de valeurs, quels que soient les événements extérieurs qui se présentent à eux. Ce qui sont donc simplement vus comme des obstacles mentaux qu'elles savent à présent aborder, d'où un sentiment de paix profonde, de savoir que quoi qu'il se passe, elles pourront rester alignées, d'où un profond sentiment de complétude, ce qui est le début du bonheur durable. Merci Véronique, merci aux organisateurs de me permettre d'évoquer du coup le mindfulness ou thérapie de la pleine conscience. Alors dans cette partie, je vais aborder les validations scientifiques de ce format de thérapie et
de travail psychologique, psychothérapeutique. Il me semblait important, juste en préambule, de vous placer un schéma qui récapitule les deux interventions, les deux programmes majeurs validés dans le domaine des thérapies de la pleine conscience, que sont MBSR et MBCT. On les verra un peu plus en détail en ce qui concerne les validations scientifiques. Tout ça pour vous dire que c'est quand même relativement récent, bien qu'issu de données de pratiques bouddhiques et de sagesse orientale, datant d'il y a 2500 ans, hein, donc on est sur quelque chose de très récent, avec un développement ces dernières années des MBIs, hein, qu'on appelle thérapie, enfin intervention, hein, basées sur la pleine conscience, sont en vrai développement, et comme le témoigne l'étude et le programme PEPSUI. Vous l'avez remarqué certainement, dans nos sociétés occidentales, hein, depuis quelques années, il y a un véritable boom de la méditation, hein, on la mange à toutes les sauces. Si vous tapez sur Google mindfulness, vous allez trouver plus de 25 millions d'entrées, donc c'est dire le sujet est ultra médiatisé. Alors, quelques questionnements comme ça que je vous laisse. Hein. Est-ce que c'est la recherche d'un retour du spirituel face au matérialisme de nos sociétés, ou est-ce qu'on peut y voir le désir de retour à de l'humanité, à quelque chose de valeur simple face à une certaine complexité du monde digital, hein. Je vous signale juste que la machine dépasse l'homme et que bientôt nous serons peut-être tous remplacés par d'agréables machines. J'ai vu un reportage hier soir, hein, sur ce sujet qui étonne, et il faudra faire avec, hein, de toute façon. Est-ce que aussi dans nos sociétés hyper productives, hein, où il faut toujours faire mieux, toujours faire plus fort, toujours faire plus loin, est-ce qu'on ne cherche pas quelque chose pour soulager ce stress ambiant avec ces méthodes? Est-ce un simple phénomène de mode, hein? On assiste à une véritable starisation des people du mindfulness, avec derrière cela peut-être le filon lucratif, hein. Je vous laisse tout ça pêle-mêle, mais n'empêche, hein, il n'y a pas que à s'en inquiéter, hein. Au contraire, je crois que ça a permis aussi au monde scientifique de s'intéresser sur le sujet. Pour preuve, depuis 2000, hein, il y a un effet de croissance quasi exponentielle du nombre de publications sur le sujet du mindfulness, dont on va voir les validations scientifiques les plus intéressantes. Alors tout d'abord le MBSR, un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Cette étude de 2014, une équipe américaine qui a retenu 47 études sur un total de 18 000 études recensées, hein. Donc 47 études bien menées, 3515 patients analysés. Et ce qu'ils ont montré, eh bien, c'est une diminution significative de l'intensité des symptômes d'anxiété. Donc c'était l'effet majeur, avec un effet modéré sur l'anxiété, mais aussi des effets sur la dépression, sur la douleur physique, de cette thérapie de la pleine conscience, et puis un effet plus faible mais significatif pour la détresse psychologique et l'amélioration de la qualité de vie. Il n'y avait pas de preuve de supériorité du format MBSR par rapport aux comparateurs actifs, qui étaient les traitements médicamenteux, qui étaient la TCC classique, etc. MBCT, une autre méta-analyse, 2016, une équipe anglaise qui a montré l'efficacité de cette thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, avec une méta-analyse qui a retenu 9 études contrôlées randomisées sur à peu près 2500 études revues dans la littérature. Ils en ont retiré 1258 patients analysés, souffrant de dépression récurrente. Et qu'est-ce que ces auteurs ont montré? Eh bien, c'est que le MBCT a montré une supériorité significative, une efficacité significative dans la réduction de la dépression, et surtout dans la prévention de la récidive dépressive, et que cet effet de protection contre la rechute dépressive, eh bien, il était plus important, plus l'intensité dépressive était importante, et plus le nombre d'épisodes dépressifs récurrents était important. Alors, on se questionne sur le sujet maintenant, plus précisément. Que trouve-t-on sur méditation, pleine conscience et suicide? Eh bien, encore peu d'études.
si ce n'est que, vous voyez, ces 3 dernières années, il y a quand même une amélioration, une augmentation de ces publications, une quinzaine environ par an, peu d'études contrôlées, quelques études d'intérêt. Alors, l'étude d'impact chez une population de vétérans aux États-Unis, hein, une équipe new-yorkaise, qui a mené 10 séances de MBCT orientées spécifiquement sur la question du suicide. On n'a pas encore les résultats, hein, mais les critères principaux de mesure seront les événements relatifs au suicide mesurés, comme les hospitalisations pour crise suicidaire par exemple, et en critères secondaires, les suicides, les tentatives de suicide, l'intensité des idées suicidaires, la dépression et le désespoir seront évalués. Autre étude, une étude allemande qui a été réalisée, cette fois on a les résultats, une population de dépression chronique, 106 patients randomisés soit en groupe traitement comme d'habitude, soit en groupe MBCT plus le traitement habituel, soit en CBASP. Alors j'ai cherché ce que c'est la thérapie cognitive et comportementale classique, à laquelle on ajoute de la thérapie interpersonnelle. Voilà. Il y a une analyse pré-post, le critère principal était l'évolution des idées suicidaires, et donc il y a une amélioration significative dans les 2 groupes actifs, hein, MBCT ou CBASP, avec une évolution indépendante des idées suicidaires par rapport aux symptômes de la dépression, et ça c'est intéressant. Cette étude répliquait une étude précédente de la même équipe 2 ans auparavant, qui avait montré également en pré-post, hein, juste avec MBCT et liste d'attente, pourrait-on dire, un effet spécifique du MBCT sur la diminution des idées suicidaires. Alors, mécanisme d'action très rapidement, mais ça a été déjà dit, très bien dit par Déborah Ducasse. On a l'impression, effectivement, suite aux séances de MBCT, d'une diminution de l'association entre idées suicidaires et symptômes dépressifs par ailleurs. Donc une action spécifique sur le suicide. Cela a été dit également très bien. Hein, on étudie le phénomène suicidaire. En suicidologie, on sait très bien que la dépression n'est pas la seule étiologie, si on peut dire, du phénomène suicidaire, un phénomène complexe, des facteurs modifiables. On sait que les psychothérapies fonctionnent sur la crise suicidaire, fonctionnent sur la récidive suicidaire, sur l'intensité des idées suicides, sachant que certaines thérapies fonctionnent mieux que d'autres, effectivement. On l'a dit, les thérapies cognitives et comportementales au sens large, mécanisme d'action du mindfulness, de la thérapie de pleine conscience. Effectivement, on l'a dit également, principalement l'évitement expérientiel. On évite l'évitement, alors avec des techniques qui effectivement recoupent l'acte, hein, la thérapie d'acceptation et d'engagement, cela a été dit, favoriser le contact avec le moment présent, accepter les événements psychiques qui surviennent, engager une diffusion cognitive, travailler sur le soi contextuel, hein, qui est souvent très mis à mal chez les suicidants, avec des modes d'action qui ont été démontrés, encore une fois, sur l'amélioration de la mémoire autobiographique et sur la diminution des tentatives d'évitement des événements psychiques, que ce soit les pensées négatives, que ce soit plus largement l'autocritique, comme l'a montré Christine Neff. Christine Neff qui travaille beaucoup sur la méditation de pleine conscience dans son versant autocompassionnel, et qui est intéressant à plus d'un titre. En conclusion, donc, la méditation de pleine conscience semble bien avoir un intérêt sur le phénomène suicidaire, avec déjà MBSR, MBCT, avec des impacts clairement montrés sur l'anxiété, sur la dépression, mais on a besoin de plus d'études sur le sujet, notamment hein, des essais contrôlés randomisés, avec comparateurs actifs qui soient bien menés. Et bien sûr, la promesse des formats intégratifs, centrés sur la question spécifique du suicide, sont vraiment nécessaires. Hein. J'en veux pour preuve le programme PEPSUI. Et cette idée, là aussi, outre l'amélioration de l'évitement expérientiel, il y a quand même dans cette technique de méditation de pleine conscience quelque chose qui est délivré de l'ordre de la bienveillance envers autrui, de l'ordre de la compassion envers soi, et de l'idée d'appartenance à l'humanité. Et quand on entend des interventions sur le sentiment d'exclusion sociale, de rejet social en lien avec les passages de l'acte suicidaire, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que les techniques de pleine conscience pourraient justement, via l'amélioration de ce sentiment d'appartenance à l'humanité, eh bien, avoir aussi un impact, mais qu'il faudrait mesurer sur la problématique suicidaire. Je vous remercie.